Du cul, du cul, du cul. Alors je sais pas si ces propos ont vraiment été tenus par Étienne Moujotte quand il était directeur des programmes de TF1, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que sa marionnette au Guignol en a fait un gimmick, parce qu'une chose est sûre, le contenu pour adultes, ça draine de la visibilité, du trafic, ça draine du business, ça draine aussi son lot de critiques. Et j'ai vraiment un immense plaisir à te recevoir pour la toute première fois, Pierre. Pierre Garonner, tu es le fondateur de Mime. Alors c'est une plateforme... Co-fondateur, et tu as raison de le préciser. C'est une plateforme, moi, dont j'avais entendu parler pour le contenu pour adultes. Et en fait, en préparant cette émission, tu m'as dit, ce n'est pas que ça, mais on va en parler. Dans nos formats, les entrepreneurs se livrent comme jamais. Ça veut dire, on partage les hauts très hauts, évidemment, et cocorico. Mais on partage aussi les bas très bas. T'es prêt à jouer le jeu? Complètement prêt. Ça tombe bien, sinon je savais plus où on allait. Eh ben on envoie le jingle, comme ça ceux qui nous découvrent avec toi peuvent s'abonner s'ils le souhaitent. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Avant de parler de Mime, l'ascension, les hauts, les bas, les critiques, les revenus, les modèles, la vision. Il y a un sujet que je vais aborder avec toi en regardant un peu ce que tu avais fait dans ta vie d'entrepreneur, et souvent les entrepreneurs ils ont quand même 1000 vies. Tu as une première boîte que tu as plantée. Cette semaine, alors tout juste, on vient de sortir un format qui s'appelle Planter, du même nom, pour donner à entendre ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur qui plante sa boîte. Alors les formats durent entre 30 et 1 heure, 30 minutes et 1 heure, donc on va pas avoir ce temps-là. Mais j'aimerais quand même que tu me racontes ce qui se passe dans la tête. Moi, à l'époque, c'est un gros échec. Je sors d'un master en école de commerce après 4 années passées à l'université de Lyon en fac de droit. Je monte un projet, je suis incubé à l'EM Lyon et ce projet est un four. C'est un four. J'ai peu appris, en tout cas j'ai appris à me relever de cet échec parce que j'ai dû ravaler ma fierté et j'ai dû comprendre que j'avais pas d'autre choix que d'aller travailler, d'être salarié et d'apprendre en étant salarié. Donc ça, il a fallu l'admettre. Et puis c'est un aveu d'échec fort aussi à assumer dans le regard des autres qui ont cru en toi parce que tu étais l'entrepreneur de la famille, parce que tu es dans la bande de potes, tu es celui qui entreprend. À l'époque, c'était pas BPI, c'était Oseo. Ouais, Oseo et Siagi à l'époque, ouais. Et donc j'avais souscrit par exemple une ligne d'emprunt qui était cautionnée par Oseo à l'époque. Donc tu vois des sous sur le compte bancaire. Et puis en fait, il y a un moment donné, il a fallu se rendre à l'évidence. Sans rentrer dans le détail du projet, c'était un projet mobile basé sur de la géolocalisation à l'époque. C'était un mix entre Good To Go et Zenly, pour faire simple, mais il y a très très longtemps. C'est vieux. Et j'ai eu un client. Alors à moins que ce soit non, on vit pas avec un client. C'était un client et c'était un client à 19 € par mois. Voilà. Ok. Donc ça a été un échec. Et puis ensuite je me suis relevé, il a fallu liquider la boîte et après j'ai été salarié dans l'univers de la publicité digitale. Ouais. On avait reçu, c'était chez Addictive, on avait reçu dans 40 nuances de Next. Addictive, ça a été la 3e boîte. Ah pardon. Non, au départ c'était une boîte qui s'appelait à l'époque M33. Et qui a été rebaptisé M-Advertise, Régie Pub Mobile. La boîte dont on a parlé, que tu as plantée, s'appelait Miss You, et à un moment, intrinsèquement, je pense que l'entrepreneuriat te manque. Et tu as cette idée, en parallèle de ton boulot de salarié, de lancer Mime. On refait pas le storytelling, mais en vrai, à quel moment tu te dis, je vais faire ce qu'est devenu Mime? Alors, c'est un projet très particulier, Mime. C'est un side project. Je suis salarié. Gaspard, mon associé, qui est stéphanois comme moi, lui a une agence de com digital. C'est quelqu'un qui est très malin, qui sait coder, qui maîtrise le PHP depuis qu'il a 13 ans, donc il a la capacité de développer des petits projets parallèles. On bricole un peu tous les deux parce qu'on s'entend bien, on a une grosse complémentarité. Et là, on a cette idée, fin 2018, d'un réseau social payant, ce qui n'existait pas. C'était un peu... Le projet, c'était tiens, on va monétiser de la dédicace. Voilà, tu dis d'abord, on fait un réseau social payant, et pour avoir le modèle, un truc un peu qui change, quoi. Ouais. Et ensuite, tu te demandes ce que tu vas faire, ce que tu vas mettre dessus, et pourquoi on est prêt à payer sur un réseau social. En vrai, le constat est simple. C'est qu'on avait en tête que toute la valeur était captée par les plateformes qui te permettaient de poster du contenu photo, vidéo, des stories, par exemple, ou de faire des lives.
et qui était basé sur un modèle de rémunération par la pub. Ouais. Et pour autant, les créateurs de contenu n'étaient jamais indemnisés pour le contenu qu'ils généraient. Il y a que YouTube et maintenant d'autres qui le font un peu. Maintenant, les plateformes le font parce qu'il y a un besoin de répartition de richesse et c'est normal. Sinon, après, les créateurs vont déserter les plateformes et il y a une compétition entre les plateformes pour faire l'attraction des créateurs. Donc nous, l'idée, c'était de se dire, si on est capable de développer une infra tech avec une solution de paiement, on fait venir les créateurs en disant, écoutez, nous, il n'y a pas de pub. Par contre, vous avez la capacité de tracter votre audience parce qu'au départ, on visait les créateurs qui avaient de l'audience sur les plateformes comme Snap, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Exactement. À vous d'aller convaincre vos followers de s'abonner pour accéder à plus de contenu, pour accéder au backstage, pour pouvoir chatter avec vous. Parce qu'évidemment, quand vous avez 50 000 followers, vous ne répondez pas en DM à tous les gens qui vous parlent. En revanche, si vous dites, si vous vous abonnez à mon mime, là par contre, c'est la promesse que je vous réponds, il y a des gens qui vont s'abonner. C'est sûr. Mais on avait du mal à anticiper quelle serait la proportion justement à s'abonner. Et c'est-à-dire qu'il faut arriver à penser une stratégie de contenu pour le créateur où tu as du gratuit parce que évidemment t'as besoin de donner à manger. Enfin, je vais faire un parallèle avec ta drogue, mais c'est un peu la première dose. Et à un moment, un contenu plus qualitatif, penser différemment pour que les gens aient envie de sortir leur carte bleue. Et le gratuit, pour être très franc, au départ, le gratuit, il était déjà sur les plateformes traditionnelles. Donc, ils teasaient sur leur réseau. Et ensuite ils ramenaient. Voilà, ils ramenaient. Et c'est là la proposition, c'était. Mais ça veut dire avoir deux contenus différents, un contenu pour tes audiences classiques gratuites et un contenu pensé pour en tirer un profit. Exactement. Alors, tu m'as dit, mais vraiment juste avant qu'on démarre, business, c'est 50 des contenus pour adultes, 50% sur le contenu pour adultes, 50% sur le contenu. Alors moi, je te connaissais, j'avais entendu parler de Mime. Je vais pas dire si je suis abonné ou pas. Non, je te connaissais pour la partie adulte. Et en fait, quand tu m'as expliqué, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui soient prêts à payer pour un contenu qui n'est pas pour adultes. Parce que évidemment, la partie fantasme peut faire que tu sors plus facilement ta carte bleue. En fait, il y a d'autres leviers. Et à l'inverse, sentiments. Tu peux imaginer que sur le contenu qui est réservé au public adulte, il y a du gratuit partout. C'est vrai. Pourquoi les gens paieraient pour ça? C'est vrai. Et ça, c'est important de le comprendre. Nous, quand on a lancé Mime, c'était permettre à toutes celles et ceux qui avaient une communauté de monétiser cette communauté et leur talent. Globalement, le claim, c'était celui-là. On s'est rendu compte qu'on a eu aussi beaucoup de candidats issus de télé-réalité. Beaucoup, quasiment tous, enfin en tout cas, il y en a eu énormément qui sont venus, qui ont tracté leur communauté et qui, pour la plupart, ne sont pas sur du contenu adulte. Et pourtant, ils arrivent à fédérer les premiers fans, des gens qui les suivent sur les réseaux, qui rêvent d'avoir une interaction avec ces gens-là. Et ce contenu, pour autant, il n'est absolument pas réservé à un public majeur. Et ces gens-là sont en capacité de générer des revenus de 1 000 € à 5 000 € à 10 000 € par mois, voire beaucoup plus pour certains. Mais ce que tu m'as dit, c'est le lien affectif. C'est aussi ça qui fait que tu as envie de rémunérer quelqu'un pour son contenu. C'est vrai, ça on s'en est rendu compte. C'est très empirique, tu as des gens, ça on s'en est rendu compte. On n'analyse évidemment pas les discussions, mais on parle avec les créateurs, on essaie de comprendre pour améliorer notre produit tous les jours. Et il y a beaucoup de gens qui s'abonnent parce qu'ils ont le sentiment de pouvoir converser avec quelqu'un qu'ils suivent à côté sur les réseaux. Et ça brise la solitude. Et je trouve, là pour le coup, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Ouais. Maintenant, après, chacun est libre dans les conversations. Parce que dans la messagerie, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux aussi demander du contenu personnalisé, privé. Qui lui se monétise en plus, en add-on, qui peut être offert. En plus de l'abonnement. Oui. Donc tu as 50% des revenus chez Mime qui sont générés par l'abonnement et 50% des revenus autres qui sont générés par les contenus additionnels. Donc c'est ce qu'on appelle le pay-per-view. Tu sais, comme quand tu vas sur Amazon et que tu achètes c'est de l'upsell de ouf. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment la récurrence de l'abonnement. C'est bien pour la boîte, mais c'est aussi bien pour les créateurs. Ça pérennise du revenu mensuel. Mais le pay-per-view, c'est la capacité très vite d'aller générer beaucoup de revenus additionnels. Je disais un marché à 250 milliards. Bon, après, il faut aller les chercher. Un, comment vous faites? Deux, dans la compète mondiale, on connaît d'autres plateformes, je te laisserai les citer parce qu'en soi, il n'y a pas de problème. Mais je vais pas le faire. Tant qu'à faire, on va pousser Mime. Est-ce qu'il y a une French Touch? Parce que Mime est français. Est-ce qu'il y a une French Touch dans l'approche sur ce marché-là? En tout cas, une Mime Touch. Il y a une Mime Touch et une French Touch, de fait, parce que déjà la réglementation et la législation française n'est pas la même que dans les autres pays du monde. On a un pays qui est très réglementé
sur plein de sujets, que ce soit de la réglementation bancaire, le cadre législatif n'est pas le même, le cadre fiscal n'est pas le même. Donc ça nous oblige de toute façon à créer une boîte de manière très clean en respectant le cadre. Parce qu'on a toujours été très pointu, je pense très sharp sur la manière dont on voulait être clean sur ce sujet-là. Parce qu'en plus, il suscite toujours beaucoup de réflexions, beaucoup de problématiques, ça fait parler, les journalistes adorent en parler. Ah bah oui, ça nous oblige. Le jour où tu as un problème où tu n'es pas clean, c'est bashing. Exactement. Et donc par exemple, pour répondre à une question qui est intéressante, c'est qu'on a une boîte sur laquelle on a très peu de problèmes sur le paiement. On a très peu, par exemple, de contestation bancaire chez MIM. Pourquoi ? Parce que on est tous éduqués ici au 3DS, tu vois, à la vérification de la transaction bancaire avec ta carte bleue. C'est pas du tout le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le Far West. Si tu as envie de contester l'achat de quelque chose, tu peux faire dans ton application bancaire, tu contestes, tu es remboursé. Et après, c'est au marchand d'aller se renseigner avec la banque, d'essayer de récupérer l'argent, etc., et de récupérer le produit. Et alors, c'est pas le cas. Et alors, comment tu vas aller chercher, comment tu vas développer le marché ? Comment tu vas prendre ta place ? C'est une question qui, pour nous, qui est assez récente parce qu'on s'est structuré pendant 2 ans. 2023-2024, c'était les années les plus stratégiques pour la boîte, certainement, où on a le plus investi. On a recruté 40 personnes sur 2 ans, donc c'est huge. Tu vois, aujourd'hui, on est passé de 2 en 3 ans à 65 personnes, quasiment. Et donc, on a structuré une équipe commerciale. Alors, je dis on a structuré, on est 2 et il y a sur l'équipe commerciale, et il y a encore une semaine, il était tout seul. Et donc, pour répondre à ta question, je peux dire on a doublé. Non, après tu fais du storytelling dans les médias, vous vous rendez compte, on a doublé le. Mais non, mais du coup, l'objectif, c'est d'avoir des SDR, des commerciaux sur les zones géographiques qu'on a identifiées comme des vrais relais de croissance. Et eux, leur job, c'est d'aller chercher les créateurs de contenu. Exactement. C'est d'aller chercher les top tails, les gros créateurs, les grosses créatrices, d'aller les séduire, leur porter à connaissance l'existence de MIM, de vanter effectivement la plateforme, les fonctionnalités de la plateforme, l'accompagnement qu'on fait auprès des créateurs, ça c'est important. Tu parlais de French Touch tout à l'heure, j'ai parlé de petites choses, mais l'accompagnement, ça fait partie de l'ADN de la boîte, qui est un vrai service client. Et dès le premier jour, il y avait du service client chez MIM. 7 jours sur 7, 24 sur 24, je peux t'en parler parce que c'est moi qui ai fait le SAV avec Gaspard pendant les 2 premières années. C'était un peu lourd. Ça apprend. Ouais, mais ça apprend. Modération de contenu, SAV. Tous les contenus qui transitaient étaient modérés manuellement. Aujourd'hui, il y a l'IA. Ah ouais, non, c'est pas possible. Il n'y a pas un entrepreneur que je connais qui n'a pas constamment un vrai truc qui prend un peu la tête, qui doit arriver à craquer. Toi, c'est quoi qui te bouffe le cerveau en ce moment, ce que tu essayes de comprendre, de creuser et de craquer? Qui me bouffe le cerveau, il y en a plein. Il y a effectivement de quelle manière on va être capable de scaler à l'international. Aujourd'hui, on a des chiffres qui sont chouettes. C'est souvent des chiffres qui font rêver les entrepreneurs de se dire j'aimerais une boîte qui atteigne ce volume d'affaires. Ok, c'est cool. Maintenant, comment on va faire pour aller chercher des parts de chiffre d'affaires de marché chez nos concurrents, qui puissent être Patreon, OnlyFans, toutes les boîtes qui sont en capacité d'héberger du contenu contre monétisation. Comment on va craquer ce modèle? Donc, est-ce que notre stratégie avec nos commerciaux à l'international va être bonne? Est-ce qu'on a fait les bons choix? Donc ça, c'est le premier point. Il y a aussi toute la partie sociale de la boîte. Tu passes de 2 à 60, potentiellement à 70 dans quelques mois. Il faut pas que ça craque. Faut pas que ça craque. 80 avant la fin de l'année, peut-être. C'est compliqué. Hein. Tu recrutes une génération Z avec des modes de fonctionnement qui sont un peu différents. On s'adapte. La génération a changé. Enfin, tu vois, la manière de travailler a changé. Donc, sur tous ces sujets-là, il faut qu'on soit bon. Comment on arrive à embarquer les équipes? On a fait notre 2e séminaire à Biarritz il y a 3 semaines, c'était génial. Ça fait partie de l'enjeu sur 2025. C'est comment on embarque tout le monde avec nous sur un même projet. On parle de ce projet, j'aime bien revenir sur les débuts. Je voulais aussi qu'on revienne sur la carapace qu'il faut éventuellement se forger en tant qu'entrepreneur. Bon, il n'y a pas un entrepreneur à qui on a dit ton truc, j'y crois pas, surtout au début, ou ça marchera pas, ou ça tu fais pas comme ci, moi j'aurais fait comme ça. Tous. Mais est-ce que comme tous les entrepreneurs, quelle que soit leur boîte, c'est la même lot de reproches ou de remarques? Ou est-ce qu'il y a quand même une dimension particulière avec ce sujet de contenu pour adultes qui demande de se préparer un peu, peut-être même sur le tard, parce qu'on n'est pas toujours prêt à recevoir certaines critiques? Alors, tu as raison. Comme tous les projets que les entrepreneurs peuvent lancer, en général, c'est facile. Tu reçois des premières critiques. J'y crois pas, ça marchera pas. Et ça, je l'ai reçu. Quand il y a l'argent en face,
il y a des gens qui te regardent avec des gros yeux, qui sont assez surpris. Je crois que même en interne, au départ, les premiers collaborateurs étaient sceptiques, quoi. Alors, plus peut-être dans l'univers proche de mon associé et moi, plus familial ou amical. Okay. Mais ça a été les premiers mois. Pardon, excuse-moi. T'inquiète. Je peux t'assurer qu'au bout de 6 mois, quand tu rafraîchissais la page des revenus et que tu voyais la courbe de croissance qui était comme ça, les gens étaient plutôt justement curieux et se disaient mais jusqu'où cette boîte peut aller. Et c'est la question que tu t'es posée parce que tu l'as dit, hein, c'était un side project, j'étais encore salarié, c'est un moment, faut vivre. Et il y a un moment où tu sautes le pas, un nouveau saut dans le vide, et tu as connu l'échec avant, donc tu sais aussi ce qu'est l'échec, tu sais aussi l'adrénaline que c'est de monter un projet, et t'y vas. Oui, mais moi je pense que je pète dans la soie parce que j'ai eu la chance d'avoir un projet qui a pris très vite. Et c'est pas le cas, il faut avoir en tête que ça prend souvent du temps. Ouais. Ça prend du temps, et je pense que nous, ça a pris peut-être moins de temps que les autres. Cela étant, ça a aussi pris moins de temps parce qu'on avait la maîtrise du cœur technique, puisque Gaspard, lui, depuis qu'il a 13 ans, code. Ce que tu disais. Ouais. Et donc en PHP... Donc le produit, il est bon, l'UX, c'est bon. C'est-à-dire que Gaspard, il codait avec un cerveau. Donc il était capable d'anticiper tu vois, le pion du lendemain. Et on a des créateurs qui nous remontent un bug, pendant la nuit, c'est corrigé. Et ça va vite. Ça fait la diff. Hein. Si tu regardes la plateforme quand on l'a lancée en 2019, franchement, t'as l'impression que par rapport à aujourd'hui, c'est horrible. Mais ça marchait. Je vois le timing qui passe, on aurait pu... Non, juste par contre sur les critiques, les médias, la carapace. Je veux juste entendre là-dessus. Alors, la carapace, oui, je pense que chaque industrie n'est pas faite pour tout le monde. La nôtre encore plus, parce que parfois, il y a beaucoup de demandes d'interviews, les gens te parlent souvent des mêmes sujets. Pardon. Non mais j'ai envie de dire, c'est normal, et moi-même je ferais la même chose. Et ça intéresse. Et ça intéresse. Et ça m'intéresserait si moi j'étais auditeur ou si j'étais l'ami de ce type-là. Voilà, c'est intéressant. Ou d'un créateur de contenu qui pourrait peut-être avoir besoin d'une plateforme. Parce que c'est atypique, ça sort du quotidien. On est sur une industrie qui est nouvelle. La créateur économie, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, donc on a envie de s'y intéresser. Et quand tu vois les revenus générés par les créateurs, on ne pouvait pas avoir ça en tête à l'époque. Les créateurs n'étaient pas rémunérés. C'est pas la pub qui rémunère autant. Et tu te rends compte à quel point, si le contenu a de la valeur, si les créateurs sont besogneux et entretiennent la relation avec leurs utilisateurs, mais tu peux générer beaucoup de revenus. J'espère du coup que je vais te proposer une rubrique qu'on a importée du format long 40 nuances de Next avec une question qu'on t'a jamais posée. Sinon, je fais mic drop, je pars et on s'arrête là. C'est le moment de la claque. Tu l'as dit, alors nous c'est aller vite, on pète dans la soie, etc. En vrai, on vit tous des galères et on prend tous des claques dans la vie en général et aussi quand on est entrepreneur. Et l'idée là, c'est un peu de laisser en héritage ton vécu, ton témoignage d'entrepreneur à la nouvelle génération et que tu nous partages une belle claque. Alors c'est souvent une claque que je rappelle souvent. Ah, on t'a déjà posé la question. Moi, je sors. Ouais, mais je pense que ça peut être utile pour les gens qui écoutent. En général, nous, on avait fait une énorme erreur. Donc, au départ, le projet, on l'a maîtrisé parce qu'on l'a développé nous-mêmes. Et puis, on a fait l'erreur d'externaliser la partie technique au bout de 2 ans et demi. Et ça, on l'a payé cash parce qu'on n'avait plus la main sur la tech. Ça a failli nous couler la boîte, clairement. Et là, il y a un bug, tu peux pas le corriger dans la nuit. Ça a été horrible. Ça a été horrible pour Gaspard, pour moi, et le premier recrutement, il a suivi après, ça a été notre CTO quasiment, globalement. À ce moment-là, ça met en risque fort la boîte ? Oui. Ça nous coûte, quand je dis que ça nous coûte très cher, ça nous coûte des millions d'euros. Ça nous coûte des millions d'euros et c'est de la perte vis-à-vis des créateurs, c'est de la perte vis-à-vis des utilisateurs. Il a fallu indemniser des créateurs, indemniser des utilisateurs. Il a fallu faire accepter aux créateurs et aux users qui avaient des abonnements en cours que la plateforme était down pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc il a fallu ménager tous ces gens-là, gagner leur confiance et quasiment pas repartir de zéro. On ne repartait pas de zéro, mais il a fallu ensuite retravailler sur une stack technique. Je remue pas le couteau pour le remuer, mais à ce moment-là, est-ce que tu repenses à la première boîte que tu as plantée en disant « Ah non, mais pas 2 fois quoi ». Alors, j'ai même pas le temps. T'as pas l'occasion, il faut être concentré. Non, mais par contre, on taquicarde pas mal et on dort peu. Ouais. Et ça, on s'est dit qu'on ne voulait pas le revivre. Ça, clairement, ça nous a traumatisés. Ce que je veux dire, c'est maîtriser son cœur technique, c'est important. Quelles que soient les industries, il y a d'autres métiers. Si tu as un super projet dans la finance,
mais associe-toi avec un expert de la finance. Tu vois, même si tu as un super projet, que tu veux le théoriser, va pas que salarier les mecs, il faut que tu associes les gars, il faut des gens très opérationnels. Nous, tout notre COMEX est très opérationnel. Ça a été la condition. Les mains dans le cambouis. Ah oui, c'est eux qui ont monté leur équipe. Ouais. Au départ, ça s'est fait comme ça. Et ça marche. Pour l'instant, ça a l'air. Non, mais ça marche. Pierre, moi, il y a un truc que je veux revivre tout le temps, c'est des moments comme celui-ci avec des super entrepreneurs. Merci à toi. Merci à vous si vous nous découvrez seulement. Et sinon, merci de nous suivre toujours plus nombreuses et nombreux. Feuille blanche. 40 nuances de Next.